Plongée durable sans se priver, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, alors, rapidement, c'est ce dont quoi on va parler aujourd'hui. Donc, pourquoi la plongée durable? L'enquête en chiffres, et là vous allez voir, il y a des chiffres assez surprenants sur cette enquête. La plongée durable sans se priver, est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et enfin, des projets concrets. Alors évidemment, à la fin de la présentation, vous allez vous être capable aussi de pouvoir vous faire votre propre idée et de répondre en fait vous-même à la question de la plongée durable. Alors, hop, pourquoi la plongée durable? En fait, je viens de me rendre compte que j'ai l'écran là, je suis sans arrêt en train de me tourner, mais ils sont parfaits ici au salon de la plongée parce qu'en fait, ils ont mis l'écran là pour que je le vois. Donc, pourquoi la plongée durable? D'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une préoccupation majeure. Alors, on ne peut pas le nier. Nous, les plongeurs et plongeuses, vous, on est une grande communauté, on adore aller partout, on adore voyager, on adore aller voir les fonds marins, on adore la beauté, on veut la préserver, mais il y a cette éco-anxiété qui est là, il y a les préoccupations environnementales qui sont là, on ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas, on n'arrête pas d'en entendre parler. Il faisait 22 degrés, je pense, au Nouvel An, en Belgique 16, on était presque en été, donc voilà, donc ça on sait bien que c'est important. Aussi, c'est la thématique du salon, donc c'est une bonne occasion de parler de la plongée durable, puisque c'est la thématique du salon. C'est quand même une thématique vachement dans l'air du temps. Et en fait, c'est aussi parce que quelque part, au fond de nous-mêmes, on sait, on sent ou on pressent que si on ne fait rien, il n'y a rien qui changera. Par contre, si on fait, il est bien possible quand même d'inverser les choses. Alors, pour ceux et celles qui suivent mon blog Different Dive, vous devez avoir certainement regardé les apéros du dimanche soir et on a reçu fin novembre Alban Michon, l'explorateur des Grands Morts. Et Alban Michon disait ouais, mais ceux qui nous disent qu'il ne faut rien faire, ok, mais dans 30 ans, quand on ne sait pas comment la planète sera, qui est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va regarder ceux qui ont dit ouais, de toute façon ça ne sert à rien, donc je fais rien, ou est-ce qu'on va quand même s'intéresser à tout ce qui a été fait à partir de maintenant? Parce qu'évidemment, c'est à partir de maintenant qu'on peut commencer à faire les choses. Hop. Alors, ici maintenant je vais vous parler de l'enquête en chiffres, et je vais en profiter pour, évidemment, cette introduction, pour me présenter. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, j'espère. Bienvenue à tout le monde, tous ceux qui ne savent pas qui je suis. Moi, je suis Hélène Adam, je suis blogueuse du blog Different Dive. Et dans ce cadre-là, j'ai décidé cette année de mettre une enquête sur la plongée durable. Et je remercie les plus de 750 personnes qui ont accepté de répondre à cette enquête ultra longue. Il y avait 1 million de questions à peu près, ça a dû leur prendre à peu près la journée. Mais ils ont été jusqu'au bout, c'était absolument formidable, vraiment. J'ai eu des tonnes et des tonnes de papiers à devoir lire, c'était incroyable. Et donc, cette enquête, elle a été réservée uniquement aux personnes de Different Dive. Je ne l'ai pas étendu plus parce que le nombre était déjà tellement important qu'après, il fallait traiter les réponses. Et donc, pensez bien que les résultats que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont bien des personnes qui suivent le blog Different Dive, ce sont des plongeurs et plongeuses, comme vous certainement, et qui sont le public qui suit le blog depuis parfois 2 jours, parfois depuis des années. Alors, l'âge moyen des répondants, c'est un peu aussi l'âge moyen peut-être des plongeurs en milieu francophone. Ce n'est pas les plus jeunes, donc on a plutôt des gens au-delà de 40 ans. Mais c'était quand même une bonne surprise, plus de femmes que d'hommes par rapport à la moyenne de la plongée, parce qu'en général c'est 1 tiers plongeuse, 2 tiers plongeurs. Ici on était quand même plus de femmes. Alors est-ce que c'est parce que les femmes sont plus sensibles au sujet, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui ont décidé simplement de répondre? Aucune idée, mais en tout cas on avait quand même pas mal de femmes. On a surtout des plongeurs et plongeuses qui sont des personnes qui ont de l'expérience en plongée. Donc, ils ont au moins 50 plongées pour
pour les trois quarts d'entre eux. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude, qui savent de quoi ils parlent. Et enfin, on a à peu près 55% de plongeurs et plongeuses, et le reste des gens, il y a 1%, ils ne plongent plus ou pas, et le reste des gens, ce sont ce que j'ai repris sur formateurs, encadrants, mais là-dedans, vous trouvez du guide de palanquet jusqu'aux courses directeurs. Donc il y a vraiment tout le monde dans cette étude. Alors la première, finalement, bonne nouvelle, c'est que les plongeurs et plongeuses qui ont répondu, ce sont des gens qui plongent, pour la plupart des plongées, ce sont des gens qui plongent proches de chez eux, si on accepte que 200 km soient proches de chez soi. Mais la plupart des gens, donc, ils plongent entre la fosse à côté de chez eux, voisine, et max 200 km. Donc ce sont vraiment des personnes qui privilégient ou qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller plus loin. Il y a très peu de personnes, finalement, je crois que c'était 14%, c'est déjà beaucoup, mais qui ne plongent que quand ils vont dans des voyages à plus de 1000 km loin à l'étranger. Ça, sont vraiment pour les chiffres des répondants. Alors, 73% des gens pensent que la plongée peut être durable. Et vous allez voir à la fin de cette présentation comment ils considèrent et comment ils ont envie et quelles sont leurs pistes et leurs idées pour que cette plongée soit durable. Alors, la question peut-être la plus compliquée, c'était qu'est-ce que la plongée durable? Alors, j'ai envie juste de vous demander, franchement, faites l'effort, c'est pas très compliqué. Dites 3 mots dans votre tête, pour vous, c'est quoi la plongée durable? C'est quoi pour vous une plongée durable? Réfléchissez, je vois Jérôme, il parle, mais en fait, il n'écoute pas, mais c'est quoi la plongée durable? Une seule phrase dans votre tête. Et vous allez voir que c'est assez marrant. Est-ce que quelqu'un veut dire qu'est-ce que c'est la plongée durable pour lui en une phrase, 3 mots maximum? Protection des océans. Latitude. C'est quoi pour vous la plongée durable? Plonger avec un impact minimum sur l'environnement. Voilà. Eh bien, 33% des personnes qui ont répondu à l'enquête disent une plongée où l'on respecte la faune et la flore. Donc, pour les gens, plongée durable, c'est tout simplement, finalement, c'est pas très très compliqué, c'est on respecte les animaux, les plantes, on respecte ce qu'il y a sous l'eau. Et pour ça, ils ont des très bonnes idées après. 7% d'entre eux disent c'est du blabla, du greenwashing, enfin c'est de la daube pour se donner bonne conscience. Il y avait 7%. Donc c'est finalement c'est sympa parce qu'on se dit il y a des gens quand même qui y croient. Alors en réalité, ils ont donné des tas et des tas de définitions, je les avais marquées au départ et puis je me suis dit mais je vais durer 3 heures à vous faire cette conférence, donc j'ai été plus vite et j'ai pris quelques pensées. Alors il y a toute cette idée de la préoccupation écologique, évidemment. Donc il y a, c'est continuer, comme monsieur l'a dit, sans avoir un impact. Et puis il y a aussi toute cette question de la temporalité. C'est pouvoir se dire que le suivant, il va profiter pareil que vous. Que c'est pas juste maintenant, vous plongez, vous êtes content, vous avez vu des super belles choses, et après moi les mouches. Non, ça ils veulent pas. C'est aussi toute la responsabilité commune et personnelle. C'est se dire, on est responsable nous-mêmes aussi de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Je ne vais pas trop vite, vous avez le temps de lire? Oui. Et enfin, donc c'était vraiment les 4 grandes thématiques. C'était aussi tout ce côté donc de la préservation, parce que ça c'est vraiment important. Je vous dis, 33% des gens disent le plus important, c'est la préservation. Alors, les critères majeurs, donc là on revient vraiment dans les chiffres de l'enquête. Quand je dis aux gens, je leur donne plusieurs critères. Alors là, c'est moi qui pose les items. Cette fois-ci, ils n'étaient pas libres de dire ce qu'ils voulaient. Je pose les items et je leur demande, est-ce que ça, pour vous, c'est important? Oui, non, peut-être, moyen, etc. Voilà ce qu'ils répondent. Donc, c'est encore plus fort que ce qu'ils vous ont dit juste avant avec les 33%. Donc, pour la plupart des gens,
il faut faire attention à la faune et à la flore, ça c'est vraiment le plus important. Ensuite, la flotta, et vous allez voir, parce qu'après je pose la question dans l'autre sens, évidemment, et on n'a pas nécessairement les mêmes réponses. Les déchets, ben oui, si le site il est propre, il n'est pas propre, etc. La proximité, est-ce qu'on va plonger systématiquement à 10 000 km ou est-ce qu'on accepte de plonger tout près? Et le matériel. Alors il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit dans les réponses, ouais, mais c'est quand même facile de dire qu'il faut plonger tout près quand tu as été tout partout autour du monde. Ils ont raison, il faut le dire, c'est vrai, ils ont raison. Une fois que tu as été faire plein de sites partout, tu peux dire, ouais, mais non, moi, finalement, je plonge tout près. Mais en réalité, vous allez voir après, à la fin, dans les pistes et les idées, il y a des solutions pour arriver à contrer ça. Enfin, le matériel, que le matériel soit du matériel éco-construit, sans colle. Je pense ici sur le salon, vous pouvez en voir les grands noirs qu'ils ont tous développé maintenant des choses sans solvant, machin, etc. C'était pas trop important pour les plongeurs. Alors, 88% des plongeurs et plongeuses interrogés ont déjà été témoins de dégâts pendant leurs immersions. Alors, quelle sorte de dégâts? Principalement des déchets qui étaient déjà présents sur le site. Donc, je ne sais pas vous, moi j'ai un jour été, je l'ai raconté un jour dans un article du blog, je suis comme ça dans les eaux cristallines de Bonaire, je suis waouh, c'est beau et tout le monde il est au palier, ils sont occupés à remonter sur le bateau, et là tout d'un coup je vois un truc, je vous jure, mais alors c'était comme dans les pubs qu'on nous fait quoi. Je vois la méduse super. Moi j'ai un gros appareil photo, j'arrive comme ça, ouais. C'était un sac plastique. Alors c'est pas une blague, c'est comme on nous dit, les tortues elles pensent que c'est. Je me suis fait avoir, je suis arrivée près du sac plastique et je me suis dit, punaise, je me suis fait avoir comme une tortue. Et j'étais pas fière. Et j'ai fait la photo, j'ai ramassé le plastique évidemment, et puis je suis partie. Donc des déchets présents, on en voit partout. Du non-respect de l'environnement, plus de 80% des plongeurs et plongeuses ont déjà vu des binômes ou des pas binômes, des gens sur les sites qui s'accrochent aux récifs, qui bougent les choses pour faire la belle photo. Les photographes, ils sont souvent pointés, on pense sur le photographe. Enfin voilà, donc ça, vraiment beaucoup de monde. La diminution des espèces, pas mal de gens disent, depuis des années, on voit de moins en moins de mérous à tel endroit, ou de ceci, ou de cela. Donc ça, beaucoup aussi. Et alors, ce qui est plus impressionnant, c'est les déchets jetés par les plongeurs et plongeuses. Alors, 50% des personnes qui plongent ont déjà vu des plongeurs et des plongeuses jeter des déchets dans l'eau. Alors, je ne sais pas vous, si ça vous est... Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Oui. Alors moi, un jour, je ne citerai jamais le nom, j'étais dans une magnifique réserve marine, club français, eau chaude, et la personne responsable du centre, sur le bateau, réserve marine, discrètement, pouf, à la mer. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais quand je travaille dans mon bureau, je ne jette pas mes crasses. Alors, le responsable ou la responsable du centre, la mer, c'est quand même un peu son bureau. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Donc, ça, vraiment, ça arrive, c'est malheureux. Alors, heureusement, 84 à 97% des gens ont déjà aussi été témoins de choses positives, évidemment. Donc, des déchets qui sont ramassés, du respect de l'environnement, des sites propres, des actions éco-responsables mises en place par les centres, les structures qui les accueillent. Et je pense que de plus en plus de gens le font. Je crois qu'ici, sous le salon, on peut déjà en voir. Il y a des gens qui font déjà des petits efforts dans les structures. Et c'est très bien. Alors, grosse surprise pour ma part, 27% des gens interrogés ne savent pas définir ce que c'est la plongée durable. Mais est-ce que c'est si surprenant? Est-ce qu'en fait on a vraiment été... Est-ce qu'on nous l'a enseigné? 94% des gens se disent avoir été sensibilisés durant leur formation. Alors là, je pose la question parce que moi, je vous avoue que je n'ai pas été sensibilisée, mais est-ce que vous, dans vos cursus, quand vous avez appris, vous avez été sensibilisé à la plongée durable? Oui, quand même. Oui. Voilà, les amis de la Gravière du Fort, ça ne m'étonne pas. Oui. Alors moi, je dois vous dire qu'à part qu'on m'ait dit, on touche rien, tu t'écrases pas sur le fond,
j'ai pas eu de sensibilisation vraie à comment plonger en limitant mon impact. Jamais. Jamais, jamais. Et j'ai vu des moniteurs qui soulevaient des pierres pour me montrer des choses quand je débutais la plongée. Moi, j'avais appris en étant petite que en forêt, on ne soulève pas les pierres parce qu'il y a tout un écosystème. Je ne l'ai jamais fait parce que j'avais appris ça hors de l'eau, mais ça paraissait normal en plongée. Alors où est le problème? Pourquoi 94% des gens ont été sensibilisés pendant leur formation, mais que seulement 27 peuvent dire ce que c'est la plongée durable? 90% des gens disent que l'information sur la plongée durable est peu ou pas présente. Alors, vous toutes et tous, c'est le salon de la plongée, c'est le salon de la plongée avec la thématique de la plongée durable, il y a les assises de la plongée. Je pense que les gens, que ce soit les organismes de formation, et là franchement j'espère qu'il y en a, j'espère qu'ils vont écouter ça, c'est ça, il n'y a pas des plus loin, il y a 2F, les gens disent qu'ils n'ont pas d'infos. Moi, mon blog, il y a des tas de gens qui lisent mon blog, les gens disent qu'ils n'ont pas d'infos. C'est mon public, c'est les internautes qui me suivent, ils n'ont pas d'infos sur la plongée durable. Il faut que ça change. Il faut que ça change. 90% c'est beaucoup. Alors qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que vous pensez, les gens qui ont répondu à cette enquête, de votre impact? Alors quand on leur demande si c'est une préoccupation quand ils partent plonger, je ne sais pas si vous, quand vous partez plonger, est-ce que vous vous dites « Ah, quel impact je vais avoir sur l'environnement » Est-ce que vous vous posez cette question? Oui? 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 Moi je vais être honnête avec vous, non. J'y pense avant, j'y pense en amont, mais au moment où je pars plonger. Et là, 88% des gens disent qu'effectivement, ils réfléchissent, c'est une préoccupation quand ils vont plonger. Un peu dans le même style, et ça c'est important parce que vous allez voir à la fin dans les solutions, est-ce que vous avez plus envie de protéger la nature maintenant depuis que vous plongez? Eh bien, 87% des gens disent oui. Donc, le fait de plonger incite à protéger son environnement. Cousteau le disait déjà à l'époque, hein, vous protégez ce que vous aimez, etc. Donc, quand vous connaissez les milieux marins, forcément, vous allez avoir envie de le protéger. Alors, l'impact sur la faune et la flore, donc quand vous plongez, est-ce que vous avez un impact dessus? C'était très surprenant parce que je ne vous ai pas dit, mais il était marqué, il y a eu plus de 750 réponses. 4,67 d'un côté et 4,67 de l'autre. Sur 750 réponses, c'était très drôle de voir exactement la même probabilité, soit c'est très fort ou soit pas du tout. Mais globalement, on voit que les gens pensent qu'ils ont peu d'impact ou un impact modéré. Donc ils pensent que leur impact sur la faune et la flore est modéré ou peu présent. Et quand on leur demande si la plongée sous-marine, en général, a un impact négatif sur l'environnement, c'est plus tout à fait la même réponse. D'où l'intérêt de poser les questions différemment, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un tiers. Donc, en gros, j'ai un peu triché, c'est pas vraiment un tiers. Hein. Donc, c'est 37% disent « je sais pas ». Et des deux autres côtés, c'est la même chose, c'était 30, c'était un peu plus 31, etc. Donc, un tiers, ils savent pas ou c'est oui ou c'est non. Donc en fait, c'est pas du tout tranché, on ne sait pas vraiment si on a un impact négatif ou pas. Alors, vers une plongée durable, est-ce qu'il y a des actions simples à mettre en place? Et vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est deux slides qui vont être assez marrants parce qu'elles sont quelque part un peu contradictoires. Donc, quand je demande aux gens, c'est moi qui mets les items, hein, donc c'est moi qui dis ça, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important? C'est de ne surtout pas utiliser du jetable. Donc ne prenez pas des bouteilles en plastique, prenez de la crème solaire respectueuse ou mettez un t-shirt en lycra, enfin des trucs comme ça. Prenez pas des trucs qui sont du consommable. Beaucoup de chance. Vous voyez, hein, c'est presque 75% des gens. Mettez de la sensibilisation, choisissez des centres respectueux, très important aussi. Voilà, donc faites des formations bio, c'est très important. Là-bas sur le centre, j'ai croisé des gens, ils font une application, je vous invite à aller voir, j'ai oublié, mais c'est What de poisson ou What de fish, ici là-bas très loin, mais le salon il est beau, il a visité. Et donc c'est pour apprendre la plongée bio aussi.
La proximité, c'est comme important, une trentaine de pourcents. Et les voyages, voyager moins, les gens pensent que c'est pas trop important. C'est pas trop important de voyager moins. Voilà. Et par contre, quand on leur dit, mais ok, mais quels efforts vous voulez bien faire pour aller vers une plongée durable? Donc vous vous rappelez, hein, le plus? Pas de jetable. Hein? Et quand vous leur demandez les efforts, hop, pas de jetable, on a perdu un plongeur. Hein. Parce que là, on était à 75%, on n'est plus qu'à 50%. Donc au lieu de 3 plongeurs sur 4, on n'a plus que 2. Donc les gens trouvent que c'est très important et c'est simple à mettre en place, mais par contre, ils ne sont pas prêts à faire l'effort. Par contre, ils sont super prêts à palmer mieux. Alors, il y a des agences là-bas, partout, des agences techniques qui apprennent la plongée comme ça. Vous avez vos palmes bien mises. Alors, moi, je suis grande passionnée de ça. Surtout, arrêtons le palmage classique avec les débutants comme ça qui raclent tous les fonds. Et c'est juste impossible. Mais apprenez directement le palmage en optique ou quoi. C'est beaucoup plus confortable. Vous n'allez pas avoir mal au dos. C'est sympa. Et c'est plus facile pour les gens. Alors là, de nouveau, voyager moins, proximité, c'est un peu moins. Et ils veulent bien travailler leur flottabilité aussi. Alors là, on entre dans, évidemment, ce qui est très intéressant, ce sont vos pistes et idées. Des pistes et idées, je pense qu'il y a un bouquin à faire avec toutes les pistes et idées des gens. Et le temps dont je dispose aujourd'hui est bien trop petit que pour vous dire toutes les pistes et idées des gens. Mais on va quand même en aborder quelques-unes. Ce sont vos pistes et idées. Oh, j'ai envie de vous demander, qui a répondu à l'enquête ici? Pas beaucoup, donc tout ce que vous découvrez. Donc en fait, la plupart du public ici, ce sont des personnes qui ne savent même pas les questions que j'ai posées. Il y a que quelques-uns qui savent évidemment de quoi j'ai parlé. C'est bien, parce que du coup, vous découvrez en plus tout ça. Je suis très contente que ceux qui ont répondu, ils puissent avoir aussi leurs idées. Alors, on a classé ça sur 4 thématiques. En fait, j'ai posé une question simple. C'est à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour une plongée, dans l'esprit d'une plongée durable, dans le cadre des formations, dans le cadre des explos, dans le cadre des structures et du point de vue du matériel? C'était des questions ouvertes, il y a beaucoup de pages à éplucher, mais c'est très intéressant. Alors, d'un point de vue de la formation, il y a beaucoup de choses. D'abord, les plongeurs pensent qu'effectivement, il est temps d'améliorer la technique. Je viens de le dire, arrêtons ce palmage comme ça, qui casse tout. À la limite, apprenons le frog kick directement aux gens, et puis après, on leur apprend l'autre palmage dans le cas, si vous êtes dans le courant ou quoi, des moments où c'est vraiment utile, voire important. Mais ce qu'ils disaient aussi, les gens, c'est que ça passe avant tout par un briefing de qualité, orienté et rigoureux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une plongée de complaisance. On est dans une plongée où les responsables, les guides de palanquet, les DP, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui guident parfois des plongées, j'imagine qu'il y a certainement des moniteurs ici devant moi. Les gens qui sont là, insistez vraiment que ce n'est pas une option. On ne casse pas, on ne touche pas, on fait attention à son palmage. En plus, si vous palmez bien, l'autre derrière, il n'a pas tout votre sable ou tout votre bout qui est mis devant. C'est tellement plus respectueux pour vos binômes. Donc, s'il vous plaît, insistez là-dessus, les gens qui font des briefings. Ça doit faire partie intégrante de votre briefing. Alors, les experts, c'était des idées des gens. Ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus dans les formations? Alors évidemment, tout le monde ne sait pas inviter Laurent Balesta, Alban Michon ou moi lors de leur formation. Merci. mais par contre, vous pouvez très bien passer des petits films de ces gens-là. Donc faire parler les experts, faire parler... Il y a des vidéos partout sur YouTube dans vos formations plutôt que... parfois de faire des très longues formations théoriques qui parfois, j'espère pas pour vous, mais endorment un peu les gens, passez-leur une superbe vidéo sur la plongée durable, sur les effets qu'ils vont avoir si ils palment comme des sangliers, ou peu importe, en plus les sangliers c'est plutôt dans la forêt, c'est plus joli. Donc allez plutôt vers
quelque chose dans ce sens. Alors, point de vue de la formation, énormément de gens pensent, et là, appel est fait aux responsables, aux organismes de formation, qu'il faudrait inculquer directement dans les formations de base des notions de biologie marine, parce que si vous connaissez, vous allez avoir envie de protéger. On ne sait pas nécessairement que si vous approchez d'un octopus et qu'il est là comme ça et qu'il devient tout blanc comme ça, c'est peut-être parce qu'il est super en état de stress. Donc on ne s'approche pas, on se bouge. C'est des petites choses, ça va juste changer, et vous allez voir après pourquoi c'est important, ça va surtout changer votre perception des choses. Alors, le catalogue, eh bien, c'est l'idée d'avoir à disposition, dans le cadre des formations, d'un catalogue des actions possibles à mettre en place ou d'organismes qui le font pour pouvoir participer à une plongée plus durable. Vous allez voir en fin ici de présentation, j'ai posé la question pour savoir quels sont les organismes que vous connaissez, et vous allez être surpris. Alors, perdre un niveau, alors là je vous assure, c'était impressionnant. Il y a énormément de gens qui sont dans une optique punitive. Alors moi, je vous avoue que je suis toujours dans une optique éducationnelle, sans doute une des formations professionnelles, parce que j'étais formatrice dans le milieu professionnel avant même d'être plongeuse. Et les gens, ils veulent punir. Ils disent, celui qui a touché quelque chose, on lui retire son niveau de plongée. Oh, je vous assure, ça fait peur. Ah oui, mais je suis désolée, hein, pour ceux qui ont répondu ça. Alors, il y en avait beaucoup. Il faut sévir, il faut punir, il faut enlever les niveaux. Peut-être on va pas aller jusque-là. Peut-être qu'on va juste leur dire que hey, tu as un super niveau, toi tu es déjà moniteur, et tu dois montrer l'exemple. Alors peut-être que si tu t'empêches d'enlever la pierre, c'est pas mal. Vous voyez, on peut peut-être juste être un peu plus soft, et peut-être plus drôle et un peu plus pédagogique. C'est possible. Alors, point de vue des structures, dans les formations, les gens disaient privilégier les petites structures, aller vers des gens qui peut-être vont faire pas des grosses usines à plongeurs, etc. Alors, je tiens à préciser toujours que toutes ces réponses sont réponses des internautes. Ce n'est pas mon avis il arrive après. Mais peut-être c'est mon avis aussi, dans certains cas. Alors, point de vue des voyages, il disait que dans la formation, encourageons les gens à se rendre compte de leur bilan carbone. Je sais que ça vous saoule le bilan carbone, mais ça permet aussi de faire vos voyages différemment, vous allez voir. Alors la pédagogie, on la veut ludique, on la veut intéressante, on la veut orientée vers la mer exclusivement. Le matériel, des conseils adaptés, si vous êtes moniteur ou monitrice, essayez de ne pas dire à vos élèves de prendre 1000 choses sur eux s'ils font juste une plongée par mois dans un environnement facile où ils ont en fait besoin de juste le matériel de base de sécurité. Alors, encourager au ramassage, de nouveau, on se retrouve dans un truc un peu, parfois, il faut mettre des règles et tout ça, c'est obliger le ramassage dans les formations. Moi, je ne suis pas super pour obliger, donc vous l'avez compris, donc voilà, mais en tout cas, encourager. En ce qui concerne l'exploration, tout de suite vous voyez là-bas, voilà, ils ont mis l'écotaxe de nouveau dans l'idée de une taxe en plus, pourquoi pas. Voilà, ce sont les idées des internautes. Point de vue de la vie sous-marine, donc on a dit on fait attention, on ne va pas toucher, on fait une approche lente, donc on essaye d'apprendre aux gens l'éloge de la lenteur. Donc, ne vous précipitez pas tous sur le même requin, il va s'enfuir, de toute façon vous ne le verrez même pas, donc ça ne sert à rien. Donc approchez lentement, respectez, ramassez. De nouveau, on a revu l'importance du briefing et la responsabilité des centres de plongée, on va le voir plus tard. Covoiturer, tant que possible. Alors en Belgique, je ne sais pas s'il y a des Belges ici, certainement, mais en tout cas, je ne sais pas si en France c'est faisable aussi, mais en Belgique, il y a pas mal d'endroits parce qu'en Belgique, ça plonge beaucoup. Les gens sont un peu fous, il fait très froid et ils plongent beaucoup, moi aussi. Et donc, les centres, maintenant, ils font ils encouragent un peu pour faire le covoiturage et tout. Il y a même des endroits où ils font des sortes de primes ou quoi quand vous covoiturez. Donc, c'est pas mal. Respectons les réserves. Alors, les sites, alors c'est toujours... choisissez des sites
à votre niveau. Donc, je m'explique, vous êtes débutant, vous ne savez pas encore super bien palmer, vous ne savez pas encore super bien maintenir votre flottabilité convenablement. Même si vous avez très envie, n'allez pas sur des sites où c'est bourré de courant, où ça va être très compliqué. Choisissez des sites, c'est votre responsabilité en fonction de votre niveau. Choisissez des sites où vous n'allez pas être pétri d'angoisse et où vous allez pouvoir être relax dans l'eau. Ça, c'est aussi très important. De nouveau, le matériel, on prend du matériel adapté. De nouveau, la technique. Donc là, on est assez fort comme sur le premier et on fait très attention aux réserves marines. À les structures, alors, c'est quand même plus facile de donner la responsabilité aux autres. Et moi, je vous dis que sur les structures, il y avait énormément d'idées, mais énormément d'idées. Alors, les structures, elles devraient organiser des plongées participatives avec le ramassage, du comptage, des plongées scientifiques et tout et tout. Donc ça, c'était une idée. Moi, j'ai trouvé, je sais pas, vous voyez le nuage de mots? Pour moi, il y en a une là-dedans qui me plaît particulièrement. Il y en a beaucoup, hein, mais il y en a une qui me plaît particulièrement. C'est l'idée de moderniser les structures. Parce que, outre le fait de les moderniser dans une idée durable, ben, c'est tellement chouette d'arriver dans des structures qui sont modernes, confortables, adaptées, où il y a des toilettes pour les madames. Parce que sans toilette, c'est pas toujours facile non plus. Donc voilà, donc des structures devraient faire la promotion de ce qu'elles font. Donc qu'est-ce que vous faites vous-même pour encourager la plongée durable? Les structures pourraient favoriser la plongée du bord. Alors la plongée du bord, même en France, même partout, ça peut se faire. La Zélande, qui a plus d'1 million de plongeurs par an, la Zélande, donc aux Pays-Bas, il fait froid, on pense qu'il n'y a rien à voir, c'est magnifique, je vous encourage toutes et tous à aller plonger là-bas. Mais la Zélande, les gouvernements ont tout mis en place pour que la plongée du bord soit facile. Donc il y a des toilettes chauffées, propres un peu partout. Il y a des douches, il y a des bacs de rinçage, il y a des compresseurs. Vous pouvez gonfler vos blocs avec des espèces de porte-à-cabines comme ça. Vous mettez des pièces dedans, vous gonflez, c'est super pratique. Donc il y a moyen de vraiment favoriser la plongée du bord. Alors il y a tout le côté surveillance, de nouveau, hein, je vous dis, taper sur les doigts, si tu l'as vu, toi, t'es viré du centre, etc., etc. Ça, j'ai vu beaucoup quand même. Mais aussi la récompense, donc encourager les gens qui ont fait des plongées, au contraire, qui ont ramassé, qui ont incité leur binôme à ne pas s'écraser sur le fond, à faire attention. Les internautes pensent que chaque structure devrait mettre à disposition des plongeurs des filets pour ramasser. En fait, vous mettez juste des filets, vous donnez un filet à chaque plongeur, et il revient, et en plus, ça fait un peu concours, quoi. Ah, vous êtes revenu avec des filets, qui a ramassé des trucs? Et donc, voilà, ça, c'était vraiment des choses qu'ils pensaient. Ce qui était extrêmement important aussi, souvent, ce sont les bateaux et les mouillages. Favorisons les bateaux plutôt électriques, dixit toujours les plongeurs et plongeuses, que les moteurs thermiques. Pareil pour les compresseurs. Et on ne fait pas des plongées à l'encre. Alors moi, je ne sais pas vous, si vous avez déjà vu ça, je me rappellerai toute ma vie, je vais sur un site, sud de la France, je ne le citerai jamais, le mec, il lance son ancre, et il y a la chaîne, elle est comme ça, sur les Gorgones. Quand il est remonté par là. Je n'ose même pas imaginer ce que ça a fait. Privilégier les centres qui vont sur des mouillages qui sont là en permanence et qui ne détruisent pas. Enfin, il y avait toute l'idée de la mutualisation. Mutualisons aussi parfois du matériel, des compresseurs pour les petites structures, mutualisons les places sur le bateau. Choisissons des sites adaptés. Donc, on ne part pas sur un site à 45 minutes si on n'a que 2 plongeurs sur le bateau. On essaye de prendre des sites. Si on va sur le site loin, on essaye de remplir les bateaux. On peut mutualiser avec le club voisin. Après tout, bien sûr, on est concurrents, mais de toute façon, le client, il est là et il est là. Donc, on peut partir ensemble. C'était l'idée. Et recycler, évidemment, le matériel. Il y a aussi toute l'idée de la coordination des plongées. Alors, franchement, quand vous vous retrouvez sur un site où il y a 10 bateaux, vous avez juste envie de mourir tout de suite, vous ne voulez même pas vous mettre à l'eau. Par contre, si vous allez dans certaines réserves, certains endroits où vous êtes seul au monde, moi j'ai eu la chance un jour d'être sur Red Flintstone, on était un Zodiac et 4 plongeurs. Je
sais pas, ils étaient tous partis. Et bon, en même temps, c'était début du mois de mars, il faisait froid, il faisait gris, donc personne n'avait envie d'aller plonger, sauf nous, et donc on était sur le Finson. Donc, essayons d'aller vers des structures, encourageons les structures à mutualiser, coordonner, recycler. Donc ça, on est toujours dans l'idée des structures. Pour le matériel, qu'est-ce que les plongeurs et plongeuses préconisent pour le matériel? Alors de nouveau, la mutualisation, mais entre les plongeurs et plongeuses. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser peut-être le matériel de votre club, ou le club peut mettre plus à disposition des blocs, des gilets ou que sais-je. Et dans la même idée, il y a la location, le prêt. Honnêtement, si vous plongez une fois par an, une semaine, je sais pas moi, au bout du monde, il fait chaud, etc., c'est peut-être pas nécessaire d'avoir votre matériel personnel. Peut-être que vous pouvez l'emprunter sur place. Peut-être que c'est suffisant et adapté. Alors il y a évidemment l'information. Donc les constructeurs, les équipementiers devraient informer sur l'indice de pollution ou l'indice vert, au contraire, de leurs produits. Ça a été souvent cité. Ce qui a été le plus souvent cité, c'est cette absence de filière de tri pour le recyclage des combis. Ça, c'était vraiment quelque chose de très très important. Et enfin, les internautes demandaient vraiment aux constructeurs d'arrêter de faire de l'obsolescence programmée. Faites du matériel qui soit durable, faites du matériel qui dure plus qu'une saison pour pouvoir vraiment l'utiliser longtemps. Alors il y a évidemment toutes les alternatives aussi qui sont demandées. Donc quelle alternative pour les batteries qui sont polluantes? Quelle alternative pour le plomb? En fait, moi je ne savais pas, j'ai découvert dans cette enquête qu'en fait il existe une alternative au plomb. Je ne savais pas, je croyais qu'il n'y avait que le plomb, honnêtement. Enfin, essayons de travailler avec des producteurs plus locaux. Donc, beaucoup de gens disaient, mais inutile de faire tout en Chine. Après, il y a aussi certainement une question d'argent. C'est souvent le nerf de la guerre. On ne va pas se le cacher. Là aussi, c'est important. Alors, j'ai oublié, ça me revient en tête maintenant, mais dans l'exploration, et c'est parce que j'ai des amis qui m'ont croisé tantôt, ils m'ont dit, ils avaient répondu ça. Il y a pas mal de gens, il y avait l'idée de partir en voyage et que c'était pas très bien. Il y a plein de gens, ils ont dit, moi ma meilleure idée c'est la téléportation. Alors d'abord j'ai vu ça une fois, et j'ai dit, ouais, il y a un petit comique, il a mis téléportation. Et puis je le vois une deuxième fois, une troisième fois, je me dis, wow. Donc voilà, donc si quelqu'un, un ingénieur, un savant fou veut se lancer dans un système de téléportation, il sera certainement le bienvenu. Alors les organismes de formation, quel rôle ils peuvent avoir? Parce qu'évidemment, nous on a notre rôle, on n'est pas des organismes spécialement de formation, enfin en tout cas la plupart d'entre vous sans doute ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Il y a la sensibilisation, il n'y a rien à faire, ils sont en première ligne. Vous êtes peut-être à la FFS 2F, je vais dire, vous êtes peut-être, je ne sais pas, Stein, oui, PTRD, peu importe, je ne sais pas où vous êtes, SDI, là je vois KDI, GU, ce sont eux en premier qui doivent sensibiliser les gens. Ils doivent également les former les gens à avoir une attitude responsable, on l'a déjà dit tout à l'heure, avec une pédagogie ludique, active, et qui récompense et qui encourage, et pas qui démotive les gens. Il faut faire positivement. Ils doivent aussi suivre les gens, parce que c'est bien de dire une fois les choses, mais si après vous ne suivez pas, vous ne savez pas. Donc ils peuvent aussi, alors c'est tout bête, mais ils peuvent aussi régulièrement envoyer à leurs membres des films, des sondages, des choses qui leur rappellent des actions positives à mettre en place. Enfin, ils peuvent aussi rectifier le tir, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre aussi au courant de ce qui se fait un peu partout et des innovations positives. Alors moi, en préparant cette conférence, je me suis dit, tiens, je vais vous parler d'un truc un peu bizarre, mais je me dis, je suis formatrice aussi, donc aussi en plongée, et je me dis, mais tiens, quand on apprend la plongée, toutes les formations, tous les opérateurs qui sont ici, on a toutes et tous une vision
que je vais appeler humano-centré de la formation. Je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai expliqué ça à mon binôme il y a 2 jours, et il m'a dit Hélène, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bon, donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement. C'est-à-dire que toutes les formations, toutes les lois qu'on vous apprend, Henri, Boyer Mariotte, etc., toutes les techniques pour palmer, avancer, machin, bazar et tout, on vous les explique toujours en fonction de qui nous sommes. Mais or, on n'est tout à fait pas dans notre milieu, on est dans le milieu de l'océan. Pourquoi ne pas imaginer, et j'espère que vous allez avoir un peu plus de capacité que mon binôme, je dois le dire, pour rêver ensemble avec moi, c'est-à-dire, pourquoi on n'essayerait pas, et là c'est un rêve que j'ai, de créer une formation océanocentrée. C'est-à-dire que tout serait expliqué au départ de l'océan. C'est-à-dire que toutes les lois, la façon de bouger, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez trouver dans vos formations, ne partirait plus de l'humain qui rentre dans l'océan, mais de l'océan qui va accueillir l'humain. Je vois François qui s'approche et qui se dit « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Bonne année. Et donc voilà, donc je suis contente parce que François, il a tout de suite compris ce que je voulais dire, il a plus vite compris que mon binôme qui n'avait pas compris. Donc, merci François. Donc voilà, ça c'est un peu mon rêve, mon utopie, c'est de voir des organismes de formation qui vont vraiment aller dans cette optique-là. Changeons, devenons des océanocentrés plutôt que des humanocentrés. Alors voilà, on va maintenant arriver à la question qui fait mal. Plongée durable, sens privé, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Parce que vous voulez avoir la réponse, évidemment. Logique. Eh bien, vous allez la voir. Alors, plongée durable, on va tout de suite casser justement le mythe. Plongée durable à 100%, ben oui, c'est possible. Arrêtez de plonger. Là, il faut arrêter de plonger. Plongée durable à 100%, c'est arrêter de plonger. Plongée durable, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Eh bien, c'est évidemment ni l'un ni l'autre. On va se retrouver dans la nuance. Parce que vous pouvez décider d'être dans l'extrême, d'un côté ou de l'autre, mais vous pouvez aussi être dans la nuance. Et vous devez savoir que reconnaître votre propre impact sur la plongée, c'est déjà pouvoir le comprendre. Si vous comprenez les choses, vous allez avoir envie ou pas de les changer. Mais si vous ne reconnaissez pas, si vous ne savez même pas votre impact, comment voulez-vous changer? Alors je reprends Alban qui disait oui, on peut rester là sans rien faire à se tourner les pouces, mais ça ne fera pas avancer le monde. Ou on peut se dire ok, je vais commencer par reconnaître déjà mon impact, et ça c'est déjà vraiment très sympathique. Alors l'utopisme n'en déplaise aux pessimistes, aux gens qui disent que de toute façon ça sert à rien, que notre bilan carbone il est pourri, que de toute façon on se déplace, ils ont raison sur les déplacements, mais donc ça ne sert à rien même d'y réfléchir. Moi je ne suis pas d'accord, parce qu'on peut faire autrement. Alors, on peut décider de se placer dans le mythe. Si vous vous mettez dans le mythe, vous dites non au changement. Vous restez comme ça, de toute façon ça ne sert à rien, il n'y a rien qui va changer, ce n'est pas ma petite action personnelle qui va faire changer les choses. Ok, vous allez tomber dans l'absence de créativité, pas besoin d'innover ou d'inventer, puisque de toute façon vous ne voulez pas changer. Il y a quand même un grand découragement, et il y a quand même aussi cet isolement et ce sentiment de faire partie du problème sans pouvoir avoir de solution. Il y a un concept que je vais développer un peu après, plaisir bref, je vous le laisse pour la slide, juste passer après mais l'autre, parce que c'est très important. Il y a la prédation. Alors la prédation, si on dit que de toute façon ça ne change rien, on reste dans une démarche de prédation de consommateurs. Alors je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que par exemple aux Philippines, au sud de Cebu je pense, il y a des tas d'endroits où les gens ont arrêté de pêcher le requin-baleine, ils ont arrêté la prédation, pour faire du tourisme, parce que ça leur rapportait plus. Et du coup, en faisant ça, ils ont préservé les espèces. Pareil en mer de Cortez avec, c'est une sorte de dauphin, je pense, ou des poissons. Enfin, aussi, il y a tout le village entier, ils ont arrêté la pêche, sont tous devenus des pros du tourisme là-bas, et
la faune et la flore est devenue absolument impressionnante de ce côté-là. Alors, si vous êtes dans le mythe, vous allez être, comme j'ai dit, dans l'inaction, et vous risquez bien de subir cette pression, finalement, qui dit que, voilà, je peux rien y faire, donc, de toute façon, c'est de la faute des gouvernements, blablabla, 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 donc, voilà. Si on dit que le changement, la plongée durable, c'est une réalité, on va avoir envie d'innover, réellement. On va être dans la créativité, trouver de nouvelles pistes, des solutions. À découvrir, si vous ne le connaissez pas, ça n'a rien à voir avec la plongée, mais Bertrand Piccard, que vous connaissez certainement, il a fait une association comme ça, les 1000 idées en France, ou je ne sais pas quoi, c'est toutes des idées pour arriver finalement à avoir... On n'est pas là en train de vous dire, vous devez arrêter d'avoir du plaisir, non, au contraire, avoir encore plus de plaisir, mais en polluant moins. Alors, en général, quand on est dans la réalité, on est ensemble, parce que quand on agit en dessous, on est souvent ensemble. Le tourisme inverse prédation, c'est ce que je viens de dire. Donc, finalement, on dit, ouais, mais le tourisme, c'est pas bien, mais le tourisme, ça fait aussi partie de la préservation des espèces. Alors, oui, le bilan carbone est dégueulasse, mais oui, ça peut aussi avoir un autre impact. Alors, évidemment, on peut décider de plonger, de partir moins souvent, mais sur des plus grands moments, etc., etc. Alors, la sensibilisation, le bonheur, je vais vous en parler juste après. Donc, la sensibilisation, c'est vrai que quand on se dit qu'on est dans la réalité, on a beaucoup plus envie de partager et de sensibiliser les autres à aller vers une attitude positive et constructive. Alors, est-ce que c'est possible sans se priver, mais vraiment? Eh bien, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est possible de plonger durable sans se priver vraiment. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un changement de paradigme. On a toujours l'impression que si on nous enlève quelque chose, on se prive. C'est pas vraiment vrai. En réalité, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a 3 ans, j'en avais un peu ras-le-bol que les océans soient vidés, des poissons, blablabla. Hein. J'ai décidé d'arrêter de manger du poisson. Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait de ne plus manger de poisson, ça m'a rendue malheureuse? Est-ce que je me suis privée? Absolument pas. Je ne me suis pas privée. D'ailleurs, depuis que j'ai arrêté de manger du poisson et dans la foulée de la viande, parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, j'ai pris 10 kilos. Je ne me suis pas du tout privée. Je suis une bonne fourchette, j'aime bien manger, je continue, j'adore cuisiner. Donc on ne se prive pas. Changer n'est pas se priver. Changer, c'est regarder les choses autrement. C'est arriver à faire une autre vision du monde. Parce qu'en fait, vous toutes et tous, et moi, on a tous notre propre vision du monde avec nos habitudes. On a toujours fait comme ça, blablabla. Mais en réalité, tout ça, c'est qu'un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il a quelque chose, mesdames et messieurs, qui est extraordinaire, c'est qu'il peut vous faire basculer du plaisir vers le bonheur. Alors, vous allez me dire, oh, le plaisir, le bonheur, c'est quoi, c'est la même chose? Non! Le plaisir, c'est, je pars une semaine quelque part, c'est super bien, etc. J'ai du plaisir, je fais les meilleurs sites, etc. Le bonheur, le plaisir, en fait, c'est une question de temporalité. C'est court. Le bonheur, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose de temporel. C'est quelque chose... Et le fait de faire partie du changement, même si c'est une toute petite façon de faire, même si c'est en changeant de paradigme, peut-être qu'au lieu... Moi, j'ai un ami, il part 3-4 fois en Égypte chaque année, et il a raison, il s'amuse bien et tout, mais peut-être il pourrait partir 6 semaines d'un coup. Donc, c'est un changement de paradigme. Si vous décidez de faire partie de votre solution, pas de la solution qu'on vous dit, ne soyez pas coupable, faites les petites choses, reconnaissez votre impact et décidez vous-même ce que vous voulez faire ou pas. Personne n'a le droit de vous culpabiliser. Qui on a après pour dire à l'autre, toi, t'as pas bien fait ton truc, quoi. Non, non. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir adopter une attitude différente et de basculer du plaisir succinct à du bonheur bien plus grand, parce que franchement, se dire qu'on fait partie de la solution, c'est très très chouette. Et moi, je vous assure que quand je mange pas de poisson, je me sens super heureuse, mais pas juste au moment de mon repas. Je me sens heureuse tout le temps. Je trouve que c'est... Mais c'est mon choix. Vous pouvez faire autre chose. Moi, je ne m'impose absolument jamais rien à personne.
Alors, dans les projets concrets, on m'a fait signe, attention, 10 minutes, j'ai pas eu l'impression que ça a été si vite. Dans les projets concrets, très vite, hein, il y a 3 actions, donc forcément, vous pouvez adopter des attitudes cohérentes par rapport à votre propre manière de plonger, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos envies, vos besoins, vos doutes, vos peurs. Vous devez vous-même faire votre propre arrêt sur l'image pour savoir quelles sont vos priorités. Vous pouvez évidemment respecter la faune et la flore, on l'a dit en long et en large, et voyager mieux. Donc c'est ce que je disais, plutôt que de faire des petits voyages, programmez-en moins mais plus grands, ou découvrez la plongée de proximité. Je vais vous en parler tout de suite. Donc votre challenge, hein, là c'était plus une slide pour vous aider peut-être à réfléchir, ou qu'est-ce que vous allez changer, comment est-ce que vous pourriez embarquer les autres dans l'aventure avec vous, etc. Donc ça c'est vraiment comment vous, en sortant d'ici, comment est-ce que en sortant du salon, vous allez vous sortir avec des idées créatives et innovantes pour faire mieux. Oups. Alors les initiatives positives, donc quand j'ai demandé aux gens, donc ça c'est une question aux internautes qui ont répondu à l'enquête. Je leur ai dit, tiens, quelles sont les initiatives positives que vous connaissez? Alors bien sûr, nettoyage des plages, etc., des calanques, prendre une gourde, récupérer l'eau douce et tout ça. Et puis ils ont cité des assos, des organismes. Alors il y a mon ami François là qui est venu, et évidemment Longitude 181, il est sorti tout le temps. Mais tout ça est sorti. Eh bien, mesdames et messieurs, moi, il y en avait plein que je ne connaissais pas. Et là, on revient à l'idée du catalogue, on revient à l'idée que si vous connaissez, eh bien, vous allez pouvoir, vous aussi, vous embarquer dans l'aventure. Et si vous connaissez mieux les choses, vous allez savoir mieux les protéger. J'imagine que vous en connaissez certains. Hein. Oui, forcément, on a déjà Longitude juste à côté d'eux. Alors, mon projet, je vous avais dit que j'avais participé, que j'allais faire du tourisme proximité. Alors voilà, c'est une annonce que je fais ici. J'aime bien faire des annonces au salon parce qu'après, quand je fais les annonces devant les gens, je suis obligée de les faire. Donc un jour, j'ai dit, je vais faire un livre de plongée différent, et donc j'ai écrit l'essentiel de la plongée, mais je me sentais obligée parce qu'après, je l'avais dit aux gens. Donc à chaque conférence, j'en profite pour vous annoncer quelque chose, comme ça je sais que je vais le faire. Donc cette année-ci, en 2023, je vais prendre 6 semaines et je vais faire le tour de France de la plongée. Je vais aller à la rencontre des centres bienveillants, respectueux. Je vais aller à la rencontre des gens, des plongeurs, des plongeuses. Je vais faire appel à vous pour que vous me guidiez, pour que vous me disiez où aller chercher cette petite perle rare, ce centre absolument incroyable. Je vais faire appel à vous parce que je veux que ce soit une aventure qui soit vécu ensemble. Et évidemment, après, j'en profiterai pour faire un livre, pour vous raconter tout ça, ou pour partager sur les réseaux sociaux, ou pour partager sur le blog, etc., puisque l'idée, c'est évidemment toujours de partager. Donc, vous aurez des tas et des tas d'idées. Vous allez voir qu'en fait, aller plonger autour de soi... Moi, j'ai l'habitude parce que toute l'année, je plonge dans les carrières froides de Belgique, et j'adore ça, et j'ai beau revenir du bout du monde, hop, je ressaute dans mes palmes et ma combi étanche, et hop, plouf, dans l'eau froide, où il n'y a pas grand-chose à voir. Mais où on est content. Voilà. Alors, aussi, dans les projets concrets, il faut qu'on reste connecté. Je vous mets un QR code. Vous pouvez le scanner. Avec ça, vous serez abonné à la newsletter. On restera en contact. Vous aurez tous les nouveaux articles. Vous aurez toutes les informations. Et surtout, on peut se retrouver parce que maintenant, en fait, à 14h, j'aurai la chance d'être au stand dédicace à l'autre bout du salon, là-bas au bout. Et je vous invite évidemment à venir me retrouver pour papoter, Ici, je regarde depuis tantôt, en fait, il ne le sait pas, mais il y a un monsieur devant, il a sa montre comme ça. Et depuis tantôt, je regarde l'heure, mais pour l'instant, il a mis son cul dessus, donc je ne le vois plus, mais je pense qu'on est plutôt au bon moment. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à venir à ma rencontre. On peut discuter de tout ça encore. Je vous invite à faire un retour via le blog, via la page Facebook. Dites-moi vos meilleures idées, vous qui n'avez pour la plupart pas participé à cette enquête.
Dites-moi si ça vous paraît cohérent. Envoyez-moi vos meilleures idées. Et surtout, comme d'habitude, d'ici là et d'ici qu'on se revoit là-bas ou ailleurs, n'oubliez pas d'être heureux et heureuse. Merci de votre attention.